Bonjour. Pouvez vous présenter? Alors, je suis Sibi Adja Djeneba. Je suis plus connue sous le nom de Djene Sibijé, la chroniqueuse derrière la page Les belles histoires de Djene. Ok. Et vous avez écrit combien de livres? 7. 7. Oui, Et vous pouvez vous présenter quelques d'accord. Ça, c'est Doucimane. Doucement. C'est mon tout premier livre. Et donc, je me dois de le présenter. Doucimane, c'est une romance, mais avec des personnages musulmans. Donc, je dirais une romance islamique, si je peux le dire ainsi. Et c'est un livre qui parle de deux couples, mais musulmans. Et donc, j'ai essayé quand même de rendre quelque chose que les jeunes femmes ou les jeunes hommes des communautés musulmanes, je dirais ouest-africaines, ne se retrouvent pas vraiment généralement dans la littérature de romance. On ne se retrouve pas, on n'a pas de représentation dedans. On lit des histoires de personnes qui n'ont pas de religion, des personnes qui sont peut-être chrétiens et tout. Et donc, quand on lit ces histoires-là, on ne partage pas forcément les mêmes valeurs que ces personnages-là. Et donc, on a du mal à se représenter là-dedans. Et c'est à cet effet-là que j'ai pensé à écrire des romances, pourquoi pas, avec des personnages musulmans de la communauté ouest-africaine. Et donc, on pourrait se reconnaître dedans et mieux assimiler. C'était en quelle année? Publié en quelle année? Publié en 2021. 2021. Oui. Ok. Et ensemble, vous avez écrit 6 autres livres. Oui. Ok. Est-ce que vous pouvez vous présenter un autre, juste après Doucimane, j'ai écrit Les Fleurs d'Éden, qui aborde le sujet épineux de la polygamie. Et donc, c'est une romance aussi, une très belle histoire, et qui a écrit déjà sous le prisme de deux personnages, c'est-à-dire qu'au fil de l'histoire, il n'y a pas qu'un seul narrateur, il y a deux narrateurs. Il y a la femme, la première, l'épouse qui voit son mari prendre une seconde épouse, qui raconte sa version, qui narre l'histoire au fur et à mesure. Et à côté, on a le mari qui aussi narre l'histoire au fur et à mesure. Et ça nous permet en fait de voir clairement les deux états d'âme, de jauger plus facilement, de moins juger et de comprendre les deux parties. votre dernier livre? Le tout dernier, c'est Nakani. Nakani. Oui. Et ça parle de quoi, Nakani? Nakani, franchement, j'y ai mis tout mon cœur parce que j'ai essayé quand même de parler de culture dans ce livre-là. Je suis ivoirienne, mais d'origine malienne. Et étant petite, j'ai déjà eu à visiter mon village au Mali, à rencontrer des oncles, des cousins, et à comprendre un peu la culture soniquée là-bas, étant là-bas. Et donc, c'est ce que j'ai essayé de retransmettre, de retranscrire dans ce livre-là. Comment est-ce que ça se passe? J'ai essayé de décrire ce petit village qui m'a marqué dans mon enfance et tout. Mais l'histoire en elle-même tourne autour d'un tabou dont on évite de parler, qui est le drap blanc, le lendemain du mariage. Le drap blanc. Le drap blanc de la virginité, oui, le lendemain du mariage. Parce qu'il y a cette culture erronée-là qui fait porter ce fardeau aux femmes, comme quoi, excusez-moi, il faudrait que le drap soit rouge le lendemain du mariage. Alors qu'il y a des femmes qui naissent sans hymen, il y a des femmes qui naissent avec l'hymen perforé, il y a des femmes qui perdent l'hymen au cours de leur vie pendant des accidents et tout. Et donc, nourrir l'idée comme quoi il faudrait forcément saigner la nuit des noces pour prouver que nous sommes purs ou vierges, c'est vraiment une culture qui crée des problèmes aux femmes. Voilà. Et c'est quelque chose de tellement tabou, on n'en parle pas. Et quand on alimente cette ignorance-là autour de ça, ça peut bouleverser des vies, ces petites ignorances-là. Voilà. Donc, le personnage principal vit ce genre de situation et on essaie de suivre avec elle
jusqu'au bout, comment est-ce qu'elle s'en sort finalement. Maintenant, vous m'avez présenté 3 œuvres, mais j'ai vu que ces œuvres tournent autour du couple. En fait, la plupart du temps, ça tourne autour du couple. Effectivement. Maintenant, bon, vu cela, qu'est-ce qui vous a inspiré, qu'est-ce qui vous a poussé à prendre la plume et à vous focaliser sur la vie sentimentale? Sur la vie sentimentale. Effectivement, c'est quelque chose qui fait partie de la société. Qui fait partie de la société. Et en tant que femme, généralement, notre vie de couple, comment dire ça, la vie de couple régit presque toute notre vie. Ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas. Généralement, je prends un exemple dans la société. Quand tu es encore en famille, en Afrique ici, on te dit, ah, quand tu seras marié, tu auras droit à tant. Quand tu seras marié, tu auras droit à tant. Et une fois marié, tu as encore des contraintes. Ah, mais tu es marié, tu dois faire ceci. Ah, mais tu es marié, tu dois faire cela. Donc, généralement, cette vie de couple-là régit beaucoup la vie des femmes. Très souvent, leurs ambitions, leurs rêves, tout dépend de comment est-ce que va se dérouler, en fait, ce côté de leur vie. Et donc, vu que j'ai écrit aussi pour parler de la condition de la femme, de la résilience que la femme doit avoir, des droits dont les femmes devraient bénéficier. Je pense que dans ce cadre-là, il faudrait quand même décrire certaines situations sur lesquelles les femmes n'arrivent pas à mettre des mots. Ok, maintenant, vous avez parlé tout à l'heure du drap blanc. Oui. Vous avez parlé de la condition de la femme dans la société africaine. Le fait que la femme était préparée depuis son bas âge pour le foyer. Donc, toute sa vie tourne autour du mariage. Donc, c'est le mariage quelque chose qui régit son existence. Maintenant, ne pensez-vous pas que le choc des civilisations, c'est-à-dire que la civilisation occidentale qui est venue nous rencontrer, que dans notre civilisation, nous avons nos valeurs, comme nous pouvons prendre les valeurs dans la civilisation occidentale. Maintenant, vouloir substituer nos valeurs aux valeurs occidentales, est-ce que cela ne pourrait pas causer un déracinement, bien même une perte, bien même un égarement? Non, mais je ne pense pas avoir parlé d'occidentalisation ou de civilisation occidentale ici. En tout cas, je ne me souviens pas avoir parlé de ça. Voilà. Et quand je parle de la condition de la femme, je ne voudrais même pas qu'on associe ça à une civilisation extérieure. Voilà. Parce que je pense qu'il y a quand même eu des civilisations africaines où les femmes étaient un peu plus libres. Voilà. Et donc, je n'essaie pas aussi de balayer la culture du revers de la main ou de balayer nos valeurs du revers de la main parce que les valeurs, ce sont des choses qui se gardent. Mais en toute tradition, il faut savoir faire le tri, je veux dire, pouvoir garder ce qui est bon et pouvoir laisser ce qui ne l'est pas. Je vais prendre un exemple simple. Il y a des cultures, par exemple, dans nos villages, où avant, quand quelqu'un mourait, qui était important comme un notable ou autre, il fallait tuer d'autres personnes pour les enterrer avec ces personnes-là. Mais avec l'évolution et la prise de conscience, les gens ont vu que c'était vraiment quelque chose de barbare et qu'il ne fallait plus faire maintenant. Et donc, lorsqu'il y a des situations comme ça et qu'on se rend compte que c'est quelque chose qui fait du mal, je pense qu'on devrait s'en départir. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut abandonner toute la culture ou toute la tradition. Il faut juste savoir faire le tri. Merci beaucoup. Maintenant, le livre en Afrique, c'est-à-dire que la chaîne du livre, les éditions, l'écrivain, le distributeur, qu'est-ce que vous en pensez en ce moment? Je pense que c'est compliqué. C'est très compliqué, je le disais. En Afrique, l'écrivain est l'artiste qui ne vit pas de son art. Et je ne dirais pas qu'il vit moins, je dirais qu'il ne vit pas du tout de son art. Généralement, quand on dit généralement aux gens, si tu veux écrire, tu dois avoir un boulot et écrire à côté. On ne considère même pas en fait le fait d'être écrivain comme étant un métier. Et ça déjà, c'est assez grave. Parce qu'il y a des artistes peintres, il y a des artistes chanteurs, il y a des artistes qui font du théâtre, des artistes qui écrivent des choses. Et pourquoi celui qui écrit est aussi
relégués au bas de la société, si je peux le dire ainsi, alors que le travail que nous faisons est tellement important, tellement important. Mais les chaînes, comme je vous dis, ce n'est pas encore comme il le faudrait. Pas valorisé. Voilà, ce n'est pas valorisé du tout. Et surtout, les écrivains eux-mêmes, généralement, ne bénéficient pas des retombées de leurs livres. Généralement, c'est toute la chaîne des éditions, des librairies, des vendeurs et tout. Mais à la fin de toute cette chaîne-là, il y a l'écrivain qui ne vit pas de son travail. Maintenant, quel conseil donnez-vous aux autorités? Comment devez-vous soutenir le monde du livre? Pour soutenir le monde du livre, je pense qu'il faudrait ouvrir en fait les horizons par rapport au livre. Parce que nous sommes très longtemps restés coincés dans ce couloir-là où il faut passer par des personnes, il faut déposer des manuscrits, il faut attendre pendant des mois que des personnes le lisent, qu'ils acceptent de t'accompagner. Il faut attendre encore des contrats qui ne viennent pas. Il faut vraiment, je pense que le système même est lent. Donc, le système devrait changer. Ensuite, pour la promotion et la distribution, il faudrait beaucoup plus de plateformes. Beaucoup plus. Par exemple, les artistes, chanteurs, si je peux le dire ainsi, ils font des concerts. Et c'est comme ça qu'ils vivent. Voilà. Normalement, ils ne vivent pas seulement en vendant des CD ou des cassettes. Ils font des concerts. Ils rencontrent leurs fans, leur public et tout. Mais il n'y a pas beaucoup d'endroits où des personnes peuvent rencontrer leurs auteurs, où les lecteurs peuvent échanger avec leurs auteurs, où les auteurs aussi peuvent faire valoir leur travail en dehors du fait d'avoir des livres dans les librairies. Et donc, il faudrait peut-être organiser plus de salons, il faudrait peut-être libéraliser le monde de l'édition pour le rendre beaucoup plus accessible. Il faudrait aussi peut-être donner de la valeur à l'auto-édition. Maintenant, qu'est-ce que vous pensez du salon? Oui, je pense que c'est une très belle initiative. Une très belle initiative parce que généralement, le monde du livre est régi par les hommes. Et on n'est pas très mis en avant en tant qu'auteur, autrice féminine qui parlons de nos problèmes de femmes. Et il n'y a pas mieux en fait que la femme pour écrire la femme. Et donc avoir un endroit comme ça où on peut se rencontrer entre femmes pour se parler, échanger, déjà rencontrer nos lecteurs, nous mettre en lumière. C'est très important d'avoir et je suis très heureuse d'avoir été invitée ici parce que je suis de la délégation de la Côte d'Ivoire. Donc j'ai quitté la Côte d'Ivoire pour Dakar et je ne suis pas déçue. Je suis très très fière en fait de l'organisation. Tout se passe super bien et je suis contente d'être là. Maintenant, pour terminer, vous avez présenté un autre livre, comme vous en avez écrit assez peu. D'accord. Ok, je vais présenter ça. Bout de femme brisée, qui est un livre qui retrace 8 histoires de 8 femmes différentes à 8 endroits différents, mais qui se retrouvent toutes brisées par quelque chose. Certaines brisées par des hommes, certaines brisées par la vie, et certaines brisées par elles-mêmes parce qu'elles auraient fait de mauvais choix. Et ce livre-là est préfacé par le docteur Aminata Kane de la Côte d'Ivoire